Salut Stéphane. Je me connecte avant. On a le droit. 5 minutes avant. Alors, on a du monde qui arrive. Ça va Stéphane? Bonjour Justin, ça va? Bon, je me connecte un peu avant, je triche. Ah J'aime ouais, bien. ouais. C'est pas plus mal pour tester le matériel. Déjà, il y a ça. Tester la connexion. Et puis c'est toujours sympa. Ceux qui ont la chance de se connecter avant, au moins, on peut discuter entre nous tranquillement, c'est plutôt cool. Ça va Ori? Et toi? Et vous, tout va bien? Bah ça va bien, ça va bien. Comment il va Bon, notre bon. poil à gratter préféré? Écoute, j'ai tout préparé là. J'ai encore mieux fait des trucs avec Seb là. Ça y est, on est prêt. Dès qu'il va dire un truc, je dirais que c'est pas vrai. On t'envoie le virement après, c'est ça? Non, mais non, je le fais, tu sais quoi? C'est pire, je le fais gratuitement tout ça, hein. Ils vont t'embaucher chez Hanouna, fais gaffe. Mais écoute, là, ça y est, c'est bien. Mais en tout cas, tu sais quoi? Vraiment, je suis content parce que c'était un carrousel vraiment boulot, on va dire. C'était je parlais pas de LinkedIn ou de machin ou d'un truc. Et il a finalement c'est bien fonctionné. On a fait un peu plus de 6000 le premier jour, ce qui est quand même pas mal quand tu parles uniquement de ton métier. Ouais. Donc, il y a une voie à la vulgarisation. Bon, après, par contre, c'était quand même 4 heures de boulot le carrousel, donc c'est long. C'est long. C'est un carrousel que tu as fait sur LinkedIn, Ori? Ouais, c'est un carrousel pour expliquer aux gens que, en tout cas, s'ils ont un coup de cœur, il faut arrêter de dire d'attendre que ça va baisser. Si ils font un crédit, bien entendu. S'ils font pas de crédit, il n'y a pas de sujet. Je suis entièrement d'accord que c'est un moment un peu particulier. Mais s'ils font un crédit, donc tu vois, j'ai fait une espèce de simulation où j'ai voulu rendre le truc un peu plus rigolo. Et pour une fois, je trouve qu'on a été récompensé. Mais c'était beaucoup de boulot. Et en fait, ça me fait passer beaucoup de temps vraiment sur le côté ultra marketing, alors que je devrais m'occuper un peu plus de développement. Mais Chut, 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 ils sont là, chut. Faut plus rien dire. Ça va Yann, ça va Tatem? Ça va et toi? Vous avez la forme? Oh, on a commencé en off là, il y avait quelques connectés, on s'est dit tiens, on va démarrer un peu avant, on va discuter entre nous. C'est plutôt cool. Je sais pas si vous connaissez entre Ori, oui, Ori non, vous connaissez c'est déjà, bien. mais Stéphane vous connaissez moins, je pense. Ori alias poil à gratter. Tu sais, ça va te rester collé à mon avis, t'as même pas idée. Jean-David, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah, ça va la patate, écoute, quand je te vois, tout va bien. Monsieur Opinion System. C'est ça, merci, bonjour. Ça va? Ça va bien, Bonjour. merci. Très heureux de te retrouver là. Et Yann, c'est quelle heure chez toi là? Tu t'es levé tôt, non? Williams, quelle heure Williams? Bah, il est comme dirait Dutronc, il est 5 heures. Montréal. Lors du 19e rêve dans le cycle du sommeil. Ouais. Mais c'est la lue, hein, parce que à chaque fois que j'ai les lives, enfin à chaque fois je dois me lever vers 3-4 heures du matin. Je me réveille 1 heure avant le réveil et 2 minutes avant le réveil à chaque fois. Tu sais, comme quand tu vas partir en vacances, la même excitation que quand je pars en vacances. Tu sais que en fait, à chaque fois qu'il y a un live, je me dis à quelle heure je vais le mettre, juste pour emmerder Yann. Tu vois, je sais. Comment faire Attends que je prenne un peu de vacances, que je récupère, parce que là, la réponse corporelle, c'est tout va bien, la vraie, je suis éclaté, man. Tu vois? Mais moi, je vais en faire un live ça se là. voit pas du tout sur ton visage. Il va être 22 ou 23 heures ici, à 3-4 heures du matin chez toi, en mode vengeance. Je répondrai présent parce que ça fait quand même 2 fois qu'on te fait lever. Donc, Mais tu sais quoi, là, quand j'étais en train de me préparer, tu sais, quand tu as vraiment envie d'un truc, là, tu trouves un moyen, quoi. Parce que toutes les familles des Réunions de France qui étaient en live, j'ai toujours été présent le levant à 3 heures du mat. ouais. Le nombre de fois je me suis levé depuis 5 ans à 3 heures du mat pour qu'on puisse être ensemble. C'est vraiment cool. Et puis, tu sais, c'est un truc que j'ai changé hier avec des collègues. Je leur disais, c'est quoi le truc que tu ferais là, que même si tu n'étais pas payé, tu le ferais pareil et que tu aurais vraiment énormément d'enthousiasme? J'en sais rien, je sais pas, tu as une idée? Je fais, ouais, j'en ai une bonne idée là, parce que je commence à peine à bien gagner ma vie avec toute la formation et le coaching, tu vois. Mais ça fait 6 ans que je le fais gratuitement parce je voulais me faire connaître et puis tout simplement que j'avais envie. Et aujourd'hui, ouais, je gagne ma vie avec. Mais je fais, pendant 5-6 ans, je l'ai fait, je te donne, tu donnes.
Et Bah, puis, c'est un bon message que tu passes déjà, tu vois. voilà, c'est juste ça, là. Vas-y, fais vivre une expérience aux gens. Il y a un coup. Bien, et ce que je vous propose, c'est de démarrer, parce que je viens de m'apercevoir que ça y est, là, il est quelle heure, là? Ouais, mais allez, fais pas rentrer, on est juste entre il- nous, on est bien là. Il est l'or, mon seigneur. Je vais vous mettre le Il est petit l'or, teaser, il est l'or, Seigneur. et puis dès que je mets le teaser, hop, on fait comme si on se connaissait pas et qu'on venait d'arriver. Tu vois. Non, je blague, j'arrive. Le metteur en scène à 2 balles. Allez, à de suite. Allez, très heureux de vous retrouver pour. Il est 11h, c'est parti. Bon, ça fait 5-10 minutes qu'on papote. Alors, je peux pas faire le mec. On vient d'arriver. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, ça marche pas. Ah, bah, il est à Vous l'heure, avez enseignant. vu la ponctualité de Ouais, monsieur Paul, le mec. Tedesco. Je suis sûr que depuis tout à l'heure, il attend pour appuyer, tu sais. Et- Les artistes, ils arrivent à l'heure, hein, c'est pas avant. Hein. Petit bug de machine à café à la dernière minute. Voilà. Sébastien, Il est très tadam. Sébastien Tedesco, bien, bah, on a du monde. Alors, ce qui est bien parce qu'on a un panel d'intervenants, donc bon, il y aura peut-être pas tout le monde sur ce live, mais c'est pas plus mal des fois pour justement se passer la parole et que chacun puisse se répartir parce que le sujet, bah, il intéresse forcément beaucoup de monde. J'ai mis de la satisfaction à l'expérience client jusqu'à l'enchantement client, donc ça va être intéressant de par l'expérience qu'il y a ici. Je crois que il y a plus d'un siècle d'immobilier là à l'écran, donc même bien plus que ça. S'il faut, il y en a 2 ou 3 des siècles. On dira pas qui c'est qui est plus vieux, ok? Mais ça va être intéressant parce que là, pour le coup, on va pouvoir capitaliser sur les expériences de chacun. Et évidemment qu'il y aura certainement des anecdotes et des astuces. En tout cas, c'est ce qu'attendent ceux qui nous regardent aujourd'hui. On a failli faire plein. On est à 93 inscrits. Hein. Donc, on était quasiment à 100 inscrits. Donc, chapeau. Et puis voilà, je pense qu'on peut commencer parce que la dernière fois, on s'est présenté pour certains. Donc, j'imagine qu'il y en a qui reviennent sur ce live et qui connaissent les intervenants. Par contre, il y en a peut-être qui connaissent moins Stéphane. Donc, je vais te laisser te présenter, Stéphane. Quoi, il y en a qui ne connaissent pas Stéphane? Qui ne connaissaient pas Stéphane Brousse? A priori. Oui. Vas-y, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Stéphane Brousse. Je suis cofondateur de Sherlock. C'est un réseau qu'on a monté sur Lyon avec 2 associés. Et puis, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai été franchisé Guy Hockey pendant une dizaine d'années, puis ensuite directeur du réseau Guy Hockey. Et puis ensuite, j'ai fait un petit tour directeur du réseau chez Optimum. Voilà. Et puis, donc, en termes d'expérience et 2-3 anecdotes, on est pas mal. C'était lui les 2 siècles, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2 siècles d'un coup. Et les plus anciens ne sont pas forcément ceux qui ont les cheveux gris. Hein. N'est-ce pas? Non, il y en a qui n'ont plus de cheveux. Je suis sûr qu'il allait la sortir. C'est moche. C'est moche. On avait dit pas les cheveux et les mamans. C'est dégueulasse. Bon, bref. Ah ouais. Maman, tu peux quitter le live, s'il te plaît. Bon, et je suis très heureux parce qu'on a aussi Jean-David que beaucoup connaissent. Là, pour le coup, Stéphane, c'est pareil. Je chambrais en disant que fallait qu'il se présente. Mais là c'est bien, Jean-David. Si tu peux nous expliquer qui tu es et ton parcours, parce que tu as un petit peu d'immobilier quand même dans les pattes. Oui, merci en tout cas Julien pour l'invitation. Alors après, tout le monde ne me connaît pas moi personnellement, ne connaît pas tout le monde Opinion System, et j'ai envie de dire heureusement. Mais voilà, pour ma part, moi je viens de chez L'Oréal. Initialement, j'étais chez Kerastase pendant plusieurs années. Puis pour une raison que j'ignore encore, quand on me pose des questions, j'ai quitté L'Oréal pour devenir agent immobilier. C'est assez atypique. Hein. Et voilà, je suis devenu agent immobilier. J'ai fait de l'immobilier pendant 12 ans. Donc, j'ai été dans l'enseigne Lafor Immobilier en tant que franchisé. Et j'ai terminé ma carrière au siège de Century 21 France. Et j'ai fondé Opinion System il y a bientôt 12 ans. Maintenant, voilà, et puis on avance, et en tout cas, merci, parce que je sais qu'autour de cette table, des personnes comme Justin nous font confiance, et donc voilà, c'est grâce à des gens comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Moi, j'aime bien quand tu m'appelles Julien, tu sais. Justin, Appelle-moi comme tu veux. Parce que je le vaux bien. Et je me suis dit, tu vois, quand il a commencé à dire L'Oréal, je me suis dit, ça y est, ça va partir sur les cheveux, c'est moche. Oui, ça va retomber sur Sébastien, le pauvre. Voilà, j'avais fait ma première expérience qui reste là-dessus.
C'est vraiment pas très. Bon, tu vois, là, en termes d'expérience, là, c'est pas génial, Seb, hein. On va se rattraper. Bien, t'as deux, trois chiffres quand même, Jean-David, parce que des avis clients, vous en avez collecté quelques-uns quand même, Oui. en 12 ans. On vient de passer Combien la barre du million d'avis, c'est ce qu'on a affiché au Rent dans la profession immobilière. Donc voilà, donc on a passé la barre de 10 000 adhérents chez nous, 50 000 utilisateurs et la barre du million d'avis. Donc oui, on aura quelques chiffres, Justin, te passer. Ouais. On en a quelques-uns. Ok, bah, c'est top. Et j'imagine qu'au travers de ce million de retours de feedback, parce que c'est quand même juste monstrueux, bah, tu as certainement des best practices ou en tout cas des anecdotes ou des astuces peut-être à donner à ceux qui nous regardent, parce que j'imagine qu'ils sont venus chercher ça. Et moi, je voulais juste qu'on pose, avant d'échanger, là, juste qu'on donne notre vision, entre guillemets, chacun sur qu'est-ce que c'est la satisfaction client, quoi. Déjà, tu vois, histoire de juste poser le cadre, parce qu'il y a entre satisfaction, expérience, enchantement, il y a peut-être 3 niveaux ou en tout cas 3 étapes, ou je sais pas comment vous le percevez, mais je trouve que c'est intéressant quand même de chacun donner sa vision là-dessus. Peu importe, vous avez tous de l'expérience, on a tous des transactions dans les pattes. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont vous le percevez, quoi, avec votre recul et votre place aujourd'hui, parce qu'il y a des coachs, il y a des CEO, il y a du CEO à vie client aussi, donc voilà. Qui c'est qui veut commencer du coup? Seb, vu la manière dont il a été attaqué dès le départ, il peut. C'est ton anniversaire aujourd'hui en fait, Seb. Je suis beau joueur et en plus le pire c'est que vous savez pas que Ori m'écrit en parallèle et en plus il fait des critiques sur le physique aussi en parallèle. Donc, je suis content d'être venu en tout cas. J'étais en train de me noter un truc du coup sur le sujet, c'est que tu parlais de satisfaction et je pense qu'on va beaucoup parler de comment est-ce qu'on peut faire vivre des expériences qui soient voilà, au-delà de ce qui est attendu, parce qu'en fait satisfaire un client, là comme ça j'imagine que c'est être au rendez-vous de la mission qui nous a été confiée, et ce qui est quand même tout autre chose que de faire vivre une expérience ou de l'enchantement comme tu l'évoques. Et juste le premier truc qui m'est venu quand tu parlais de simple satisfaction, c'est déjà pour moi quand on les interroge sur finalement le reproche numéro 1 qu'un client fait à un agent immobilier aujourd'hui, c'est l'absence ou l'absence de suivi. Ou, tu vois, c'est juste déjà d'être au rendez-vous de cette première promesse-là. Et je dis souvent que nos clients nous pardonnent toujours plus facilement l'erreur que l'absence. En fait, tu peux te tromper, tu peux avoir fait une erreur dans ta volonté de satisfaire son besoin. Par contre, ce qu'on peut pas, là où on n'a pas le droit de pas être au rendez-vous, c'est juste d'être présent pour eux, en fait. Et ce que je dis souvent aux conseillers immobiliers qu'on accompagne, c'est que un conseiller immobilier, il va avoir 5, 10, 15, 20 mandats en stock, peu importe. Le client qui est en train de vendre sa maison ou son appartement, des mandats, lui, il n'en a qu'un seul. Et souvent, on a un décalage de perception, notamment dans le timing et les points de contact qu'on doit avoir avec nos clients, parce que lui, ne pas avoir de nouvelles de son agent immobilier pendant 3 jours, c'est déjà un monde. Quand toi, tu es pris par ton flot de clients, etc., tu te dis, c'est OK si je le rappelle une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Donc, je pense qu'il y a déjà un sujet sur la présence et comment est-ce que déjà on est suffisamment au contact, suffisamment régulièrement pour qu'il se sente enveloppé dans son projet. Donc, pour moi, le premier truc sur la satisfaction, c'est déjà la présence. Je partage totalement. J'ai juste une question pour Jean-David, parce que, encore une fois, avec le retour qu'il a, sur l'insatisfaction qu'il peut y avoir, combien sont dus, en pourcentage à peu près, tu vois, sont dus au manque de suivi qu'évoque Seb avec cette promesse, et tu vois? Alors voilà, en fait, Sébastien, il a mis le bon sujet. Alors, il a tout de suite en fait ciblé le bon sujet, le bon point. Alors moi, je vais vous le donner avec une précision que nous avons. Alors c'est peut-être ce dont pense à Sébastien, mais la première chose déjà, quand on parle de satisfaction client, enfin la démarche, c'est déjà d'interroger des gens. Déjà, en fait, la démarche, c'est de les interroger avec un outil ou autre. Mais en fait, aujourd'hui, quelle entreprise a le luxe de se passer du retour, même ne serait-ce d'un client? Un client pousse la porte de chez nous, il ressort avec une expérience. Rien que le fait de l'interroger, c'est déjà rentrer dans une démarche de mesure de satisfaction. Donc ça, c'est déjà, pour moi, ma première définition, c'est d'être capable de l'interroger. Ensuite, sur les différents critères qu'on interroge sur l'immobilier, on a l'accueil, on a la compétence de l'interlocuteur. Donc ça, en règle générale, l'accueil se passe souvent très bien. La compétence de l'interlocuteur est vue. L'accompagnement est bien vu. La grande difficulté arrive entre le compromis de vente et l'acte notarié. Et c'est ici qu'il y a une forme de. C'est ici que l'on voit que la note chute. Et très souvent, quand cette note chute, elle fait chuter aussi les honoraires services. Ça, c'est très important parce que, en fait,
le service a pu être bien perçu jusqu'au compromis. Et au compromis, on a l'impression, enfin en tout cas l'impression qui ressort, et d'ailleurs on fournit à la FNIM la dernière enquête IFOP que nous avons faite, qui met un des points fondamentaux là-dessus, à nouveau encore, hein, depuis 5 années consécutives, c'est que ce suivi, après l'acte notarié, il est mal perçu. On a vraiment l'impression qu'on a pris nos honoraires et que c'est terminé, et qu'ensuite ça va entre les mains du notaire, et c'est ici qu'il faut mettre l'accent. Voilà. Donc c'est voilà, ce que disait Sébastien tout à l'heure dans l'absence. Moi, je mettrais l'absence, enfin en tout cas l'absence que nous on perçoit, elle est ici. Et je peux te partager un truc, vous me direz si vous avez ce ressenti, mais sur le volume d'agents qu'on peut croiser à ce moment-là, là, tu sais, au moment où il fait son SSP jusqu'à l'acte, comme tu dis, qui est un moment clairement important, on a des agents qui sont partagés entre je fais l'autruche, j'attends que ça passe et ça va aller jusqu'au bout, et qui sont en fait réellement comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont la peur de dire quelque chose qui va pas, qui va fragiliser le dossier, etc. Et il y a ceux qui se disent effectivement, qui sont malheureusement peut-être dans cet état d'esprit en disant ça c'est fait, dossier suivant, tu vois, avec une volumétrie assez importante. Ouais, Yann. 100% d'accord avec Jean-David. Et il y a c'était en 2017 ou 2018, hein, parce que je fais faire des sondages après chaque transaction. Et je leur avais demandé, à chaque fois je leur demande, c'est si vous étiez le patron de ma boîte, qu'est-ce que vous changeriez? Bon, jusque-là, il y a personne qui m'a dit, et toi, donc ça c'est cool. Mais ils m'ont dit justement, le problème a été avec les notaires, et le problème a été avec les banques, et une sorte de notion du vide. Ils se sentaient comme tout seuls. Il me faut, ça a commencé à devenir irritant. Le côté poil à gratter est venu quand toi, tu n'étais plus là. Je fais, ok, très intéressant. Et ce qu'on a mis en place, c'est une personne à temps plein, justement, sur tous les dossiers, entre le SSP et l'acte notarié, et même après encore. Mais on a une personne qui est en charge de tenir au courant en permanence et de tout le temps suivre. C'est un vrai process. Tu sais, on parle de standard, là, c'est ce minimum en dessous duquel on ne veut pas aller, parce qu'on pourrait dire que l'expérience client, c'est lié à nous, mais en fait, ce n'est pas lié à nous, c'est lié à ce qu'eux vivent. Et Ouais, excuse-moi, pardon, je te coupe, mais est-ce que tu peux tu vois, tu nous dis, j'ai mis quelqu'un, entre guillemets, qui fait le maillon manquant du SSP jusqu'à l'acte. En gros, c'est ce que tu nous dis, hein, à temps plein. Une coordinatrice. C'est quoi ses tâches et c'est tous les interlocuteurs avec qui elle va interagir? Juste, tu vois, tu peux nous faire dans les grandes lignes, elle est l'interface, l'intermédiaire entre l'agent, le client et les tierces parties. Alors, les tierces parties, c'est les banques et les notaires, essentiellement. Et en fait, plutôt que ça soit le client qui fait, on fait pour lui. Par exemple, c'est nous qui envoyons les dossiers aux banques, c'est nous qui envoyons les dossiers aux notaires. On s'assure, parce qu'après, les notaires, ça traîne un peu des pieds. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais ça traîne un peu des pieds. Alors là, mon ami. Non. Non, ok. Et en fait, c'est souvent dernière minute. Et on dit aux clients, voilà, ça va être dernière minute, ça va traîner des pieds. Nous, on va faire le suivi tout en permanence. Le premier des deux qui a des nouvelles prévient l'autre. En fait, on se met vraiment comme dans un système d'équipe. On fait le client et nous, on fait équipe ensemble pour avancer. Et le dossier est envoyé aux banques. C'est nous qui assurons les suivis avec les banques. C'est mon équipe. On fait tout à la place du client. Du coup, attends, je vais voir avec Stéphane et Ori, justement, parce qu'en étant à la tête de réseau comme ça, on a conscience de cette fragilité du SSP jusqu'à l'acte. Là. Vous avez mis des choses en place, il y a des méthodologies ou des outils que vous avez peut-être développés, mis en place, ou des préconisations que vous faites, ou qui c'est qui veut commencer? Stéphane, tu veux commencer? Allez, ça va, merci. Je n'osais pas le demander. Merci Yann. Non, il y a vraiment 2 points, et après je te dis effectivement ce que nous on met en place et qu'on essaie de mettre de plus en plus. Déjà, pour revenir sur ce que dit Yann et Jean-David et même Sébastien, au moins je suis vraiment d'accord avec tout le monde. On a un vrai problème, et moi je l'avais appris en cours, ça m'avait marqué, c'est qu'en fait, l'expression le client est roi est globalement totalement fausse, c'est le prospect qui est roi. C'est-à-dire que nous, en fait, mais nous, pas les agents IMO, hein, tous les commerciaux, il y a un énorme travail tout le moment de la drague. Et le moment finalement où la personne devient ton client, tu vois, il y avait une espèce de courbe comme ça qui s'inversait, où le moment où la personne allait dire oui, c'est toi qui étais moins intéressé puisque tu es déjà en train de vaquer à autre chose. Et le métier d'agent. Nos clients maltraitent, on les maltraite. Et en fait, quand la personne devient client, et c'est ça qui est bizarre aussi chez un conseiller immobilier, c'est que nous, on est plusieurs commerciaux à la fois. C'est-à-dire que généralement, moi j'étais avant, tu sais, dans la distribution, tu signais ton contrat,
Et après, ça partait sur la livraison et compagnie. Mais toi, finalement, tu avais fini. Alors que là, tu deviens conseiller. Et à partir du moment où tu signes ta promesse de vente, là, tu deviens encore autre chose. Donc finalement, nous, on a plusieurs types de clients. On a le client pour qui te donne le mandat et pour qui recherche son bien. On a le client, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu l'as donné et tu mènes le projet jusqu'à l'offre d'achat. Et on a ce client, effectivement, des deux côtés, comment ça va se passer pour qu'on aille jusqu'au bout. Et tu as même le client, une fois que tu as fini l'acte authentique. Ouais, toi, tu catégorises par type de relation à chaque moment du cycle de vente, en fait. Si tu veux, très sincèrement, ce ne sont pas les mêmes qualités que j'ai mis en place pour avoir un mandat que pour suivre la vente et la closer, que pour accompagner, comme disait Yann, avec tout le côté administratif, puisque c'est un énorme côté administratif qui prend le pas, et pour même après. Donc déjà, c'est la première chose, c'est arrêter de faire que notre prospect soit roi et laisser le client être roi. Après, nous, pour répondre sur ce qu'on a mis en place, et nous, c'est beaucoup d'automatisation, c'est qu'on a mis en place 9 étapes à partir du moment de l'offre d'achat jusqu'à l'acte authentique, où on accompagne les gens en leur expliquant, par exemple, tu vois, nous, après le compromis, il part au vendeur quand il y a eu un crédit de sollicité. Voilà, votre compromis vient d'être signé. Votre acheteur a 10 jours son délai de rétractation. Puis après, il aura 1 mois pour déposer son dossier et on reviendra. On va séquencer toutes les étapes, quoi. Exactement. Et on le séquence en 9 fois. Comme ça, il n'est jamais seul. Et en plus, à chaque fois, on lui dit n'hésitez pas à nous appeler et on lui met un lien où il peut nous appeler. C'est en plus de nos appels, bien entendu. Mais comme ça, il reçoit en fait finalement un feedback toutes les semaines écrit pour lui dire voilà où on en est de la vente et voilà comment ça se passe. Et ça, c'est automatique. Bravo. Stéphane, tu voulais. Moi, j'aimerais bien. Enfin, on a parlé des. C'est très intéressant. Ah, pardon. Non, mais vas-y. Tatevic, non, honneur aux dames. Juste, attends, avant que tu prennes la parole, Tatevic, pour ceux qui nous regardent, Tatevic, elle a 2-3 astuces parce que elle est juste dans un market center où ils sont capables de produire jusqu'à 1 million d'euros sur le mois en SSP. Donc, effectivement, vu le volume qu'ils font, a priori, ils ont aussi 2-3 astuces. Ouais. Yes, du coup, Ori, c'était très intéressant ce que tu disais par rapport à la compétence précise par rapport à une étape de vente. Et je pense que c'est intéressant aussi de regarder quelles sont les compétences qui sont les fils rouges, en fait, un peu sur toutes les étapes, parce qu'on a parlé de l'engagement, parce que la présence est un lien aussi avec l'engagement. Est-ce que ça me tient à cœur d'être là auprès de mes clients et donc, du coup, j'assure cette présence-là. Et la deuxième qualité qui peut être finalement, en vous écoutant, ça m'est venu comme une évidence, de se dire, c'est que la notion du courage est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on apporte de l'honnêteté à nos clients, c'est ça qui fait que ça marche. Et finalement, c'est important différemment à chaque étape. À l'étape de nos discussions avec nos vendeurs, ça va être d'avoir le courage d'être honnête sur la notion du prix, l'estimation et la façon comment ça va se passer. Avec nos acquéreurs, c'est d'avoir le courage de dire que je ne vais pas m'occuper de vous. Des fois, on va peut-être faire ce choix-là, mais d'avoir cette clarté de dire, OK, là, je pourrais m'occuper de vous et là, je ne pourrais pas m'occuper de vous. Parce que souvent, on tombe dans la facilité c'est toujours plus simple de promettre ou de dire oui, je vous rappelle. Et c'est là où on crée un vrai décalage. Parce que qu'est-ce que c'est la satisfaction et encore plus l'enchantement ? C'est de gérer les attentes de nos clients. Parce que quand on crée des attentes, on arrive au niveau des attentes, ils sont contents. Et quand on les dépasse, c'est là où on crée une vraie expérience client, en fait. Et à l'étape du compromis, comme vous disiez, oui, il y a ceux qui sont en effet... qui ont peur d'aller dire et gérer les choses, etc. Ça, encore une fois, on retrouve cette notion du courage. Parce que finalement, là, on s'est dit, en tant que client, on a l'effet waouh. C'est quand il y a ce dépassement des attentes avec un niveau de personnalisation, en fait, qui provoque l'émotion, en fait. Donc, c'est vrai que cette troisième étape, c'est de chercher cette qualité peut se cacher derrière, c'est un mix d'engagement, d'envie de bien faire, etc. C'est d'aller chercher cette personnalisation qui fait que... T'entends pas très bien, Tatev. On a l'impression que tu t'éloignes, en fait. C'est très bizarre. Là, c'est bien. Ouais, c'est mieux. La personnalisation.
Je me permets, il y a Olivier qui vient de rentrer et c'est ma faute, Vincent. En fait, il veut rentrer depuis un moment, sauf que j'avais pas vu dans le chat. Je suis désolé. Je le maltraite complètement, mon ami. Voilà, Comment tu vas, Olivier? Ça va? J'avais pas vu, je suis désolé. Ouais, mais ça, c'est top. C'est bien gentil. C'est bien gentil. On va laisser la parole à Stéphane, du coup, pour conclure peut-être sur la partie satisfaction, parce qu'au final, on se rend compte que quoi, entre guillemets, on fait le job de A, d'un point A à un point B, mais correctement, avec toute la séquence qui est tenue et promesse tenue, comme disait Sébastien, avec le courage de l'honnêteté, comme disait Tatevic. Ouais, effectivement, là, on rentre dans une satisfaction, voire presque, comme disait Tatevic, un effet waouh. Alors que la question, c'est est-ce que c'est vraiment un effet waouh de faire juste le job, tu vois, Vas-y, Stéphane. Alors, faire juste le job, je suis pas sûr que ça fasse l'effet waouh, parce que c'est à mon avis juste le minimum attendu par les clients, donc je pense pas que ça fasse l'effet waouh. Par contre, je pense que Jean-David pourrait le confirmer, ça fait 12 ans que je pense pas que ça a évolué beaucoup, l'insatisfaction entre les SSP et l'acte authentique. Il y a toujours cette insatisfaction des clients. Alors après, je dirais, il y a 20 ans déjà, il y avait ces problématiques d'essayer de tenir le client entre le compromis et l'acte authentique, c'est-à-dire d'essayer de faire un suivi. Après, ce qui s'est passé, je pense aussi, c'est que maintenant, beaucoup de compromis. Il y a la différence entre ceux qui font les compromis en agence, dans leur structure, et ceux qui ne les font jamais. Alors, ça s'est développé avec les années beaucoup, la signature du SSP chez le notaire, et du coup, on se sent un peu dépossédé de ce qui se passe après le compromis. Donc, du coup, le client, ils se sont moins accompagnés, sûrement parce que aussi le conseiller se sent moins concerné une fois que le compromis a été signé chez le notaire. Alors après, ça peut se corriger, ça peut se corriger dans un emploi du temps, et comme on a des créneaux horaires de prospection, comme on a des créneaux horaires de relance, on peut aussi avoir des créneaux horaires de suivi de ces compromis avec ses clients, même si on n'a pas de l'automatisation, parce qu'on ne fait pas… c'est important ce que tu dis, parce que la satisfaction, on n'a pas parlé d'organisation depuis tout à l'heure, Ouais. mais la satisfaction, l'expérience client et l'enchantement rentrent dans l'agenda. C'est important ce que tu dis là. Oui, mais rentrer après, dans un système. Je pense qu'on peut automatiser beaucoup de choses, l'envoi d'un courrier automatique pour dire votre client a bien eu son accord de prêt, on avance, la date de signature a été fixée, patati patata. Mais appeler ses clients régulièrement pour faire un point avec eux, que ce soit les acquéreurs et les vendeurs, rien que ça, tout au long, c'est-à-dire toutes les semaines, faire un point, ou tous les 15 jours. Mais en tout cas, d'avoir dans son agenda quelque chose qui soit fixe, pour se dire, là, il faut que je fasse un point, même si ne s'est rien passé, même si, on est juste dans de l'administratif du notaire et qu'on attend une DIA ou un état hypothécaire, peu importe. Mais en tout cas, faire le suivi. Moi, je vous prends l'exemple, on a fait une vente il y a quelques semaines, là. On a fait, entre le compromis et l'acte authentique, on a fait 12 visites, revisites avec l'acquéreur dans l'appartement parce qu'il y avait des travaux. Donc, elle voulait faire des devis pour pouvoir démarrer ses travaux juste avant la signature, juste après la signature de l'acte authentique. Vous faites quoi? Donc, forcément, il faut être présent. Bon, à la fin de la signature, donc pour elle, à chaque fois qu'elle a appelé pour qu'on soit présent pour ouvrir l'appartement pour les artisans, on était présent, et 12 fois. Et on n'a jamais dit non, c'est pas possible, je te relaxe, etc. Parce qu'on savait bien qu'elle devait gérer son emploi du temps à elle, plus l'emploi du temps de l'artisan. Si nous, on rajoutait nos problématiques d'emploi du temps, on n'y arrivait jamais. Donc, nous, on a été présents toujours. Alors, ça n'a pas toujours été moi, ça n'a pas toujours été un de mes agents, ça n'a pas toujours été un de mes collègues. Peu importe, il y avait toujours quelqu'un qui était présent pour ouvrir. Du coup, ça a été fluide du début jusqu'à la fin. La signature de l'acte authentique, elle avait cette vie, elle a pu démarrer dans la semaine qui a suivi. Moi, cette nana-là, à la fin de l'année, elle fait sa crémaillère, elle va m'inviter. Elle me l'a dit. Alors, je l'organise pas. 12 fois. Elle va t'inviter 12 fois. Elle m'a invité 12 fois. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'elle a eu un niveau de satisfaction élevé. Est-ce qu'elle a été enchantée? C'est encore autre chose. L'enchantement, il vient après. Après, c'est tout ce qu'on fait. On va en parler. Postérieur à la vente. On va en parler. Je vais justement, on va passer par l'enchantement. Là, on a deux experts là, de l'expérience client, parce que c'est un sujet qu'ils traitent souvent en coaching et dans leur formation. Je pense forcément à Olivier et Georges. Peut-être vous pouvez nous faire un peu l'introduction sur ce que vous percevez en termes d'expérience client. C'est-à-dire que là, on a clairement fait le job. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, ça y est, je suis passé de la satisfaction client à faire vivre une expérience client différente de juste, entre guillemets, faire le job correctement, automation, pas automation, humain, pas humain. Mais comment on passe justement de la satisfaction à l'expérience client, tu vois? C'est ça la question. Ah, j'entends pas Olivier. Non? Ouais. C'est bon. Ouais. Ouais, merci Justin. Écoute,
Expert, je ne sais pas. En tout cas, c'est effectivement quelque chose dont je suis accoutumé depuis les années 2000, puisque j'ai fait une thèse sur l'expérience client en 2000. Donc, et je travaille sur l'expérience client depuis 2000 sur tous les métiers que je fais. J'étais pas au courant pour la thèse. Peut-être tu viens de m'apprendre un truc. Mais écoute, tu vois, j'ai fait bonne pioche. Je ne peux pas tout te dire. mais tout ça pour dire que l'expérience client, en fait, c'est un état d'esprit. C'est un réflexe à avoir. C'est-à-dire, à chaque étape de la transaction immobilière, à chaque étape de la relation avec le client, on peut intégrer de l'expérience client. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se dire, qu'est-ce que je peux faire dans cette étape-là pour que le client il fasse wow? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il fasse wow? Mais ça demande un effort, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est une démarche et une automatisation, mais pas technique, hein, une automatisation intellectuelle à avoir, de dire, bah voilà, qu'est-ce que je fais pour que à chaque étape, le client dise wow. Et ça, est-ce que ça peut devenir un jeu, tu vois? Est-ce qu'il y a un côté ludique de se dire, comment je pourrais prendre à revers le client pour le surprendre et le faire un effet wow? Exactement. Tu dis un mot qui est clé dans l'expérience client, c'est la surprise. C'est un des mots clés dans l'expérience client. Tout ce que vous avez dit sur la situation client, en fait, est hyper puissant. Pourquoi? Parce que c'est surtout de la facilitation et de la transparence. À partir du moment où on met de la transparence et de la facilitation dans le process de vente et ce que disait Stéphane, ce que disait aussi Ori, c'est vraiment de la facilitation, de la transparence, etc. Et du coup, la surprise, comment on fait? Justement, on s'amuse avec les actions qu'on va mettre en place derrière. Mais c'est, comme tu le dis, c'est un jeu, c'est qu'est-ce que je vais faire pour qu'il fasse wow. Et parfois, ne pas avoir peur, et c'est là où ça demande quand même une grande confiance, ne pas avoir peur à un moment donné de mettre le client dans une position un petit peu, pas inconfortable, mais où il doit se dire, mais attends, mais pourquoi il est en train de me dire surprenante. Voilà, surprenante. Ouais. C'est ce que disait Tatevik, ça vient avec la notion de courage dont Tatevik parlait. Finalement, on va devoir faire preuve de courage en disant, je vais mettre ça en place, peut-être qu'il va apprécier avec le fameux wow, ou peut-être que finalement ça va faire un petit flop, c'est pas très grave parce que c'est toujours positif, mais il vaut mieux essayer quelque chose que rien faire. Georges, je t'ai vu lever la main, non? Je dis pas de bêtises? Non, pardon, moi je joue un peu avec le... Ah bah non, mais pardon, je vais juste il se recoiffait. Je vais essayer de faire le lien justement entre ce que vous avez dit un petit peu avant et ce que vient de dire Olivier. C'est vrai qu'on parle beaucoup du client et vous êtes très bien placé pour savoir qu'en fait, on fait ce métier aussi avec des partenaires. Le partenaire, pour moi, est un ambassadeur important. Nous, par exemple, ce qu'on avait mis en place dans nos agences, on avait mis un service clerc de notaire. Pourquoi? Parce que le clerc de notaire, c'est le plus mal payé de cette profession. Et moi, des clercs de notaire, je ne les voyais plus parce qu'ils avaient des piles de dossiers comme ça en face d'eux qu'on ne les voyait même plus derrière leur bureau. Et c'est vrai que pourquoi on avait mis ça en place? Pour faciliter le travail, donc pour faire les compromis justement chez nous en interne, pour maîtriser justement le processus de rédaction, pour garder un lien avec notre client, mais surtout pour faciliter le travail au clerc de notaire et donc indirectement pour que le notaire, lui, le jour de la signature, il n'ait plus qu'à dérouler. Et ça, c'est une expérience client qui est assez intéressante dans le sens où, premièrement, vous faites coup double, c'est-à-dire que vous vous occupez bien du suivi de votre client, mais aussi vous fédérez vos ambassadeurs autour de vous. Et je vous laisse dans le mille ce qui se passe à la suite de ça. C'est qu'avant, on envoyait des bouteilles de vin au notaire en fin d'année pour qu'il soit gentil avec nous et qu'il nous passe nos dossiers en priorité. Nous, c'était plutôt eux qui nous envoyaient du pinard. Et en plus de ça, ils nous recommandaient toujours pour des successions et des dossiers d'estimation. Donc, c'est intéressant aussi de se dire que l'expérience client, ça peut être aussi pour tout un tas de partenaires au-delà du client final B2B ou B2C ou voilà. Alors, en fait, rentrer dans l'expérience client, c'est rentrer aussi dans l'expérience au travers des partenaires, c'est-à-dire que tous les métiers connexes, en fait, on va les toucher eux aussi leur faisant vivre de l'expérience client. Ouais, Ori, t'inquiète, je t'ai vu. T'as vu, je faisais comme ça. On va faire des chorés bientôt. C'est très bien, c'est super. J'ai l'impression d'être à l'Académie des Neufs grâce à toi. Là. Non, mais tu as un énorme paradoxe dans ce métier. Et c'est quand Olivier a parlé, ça fait un peu tilt. C'est que en fait, le plus gros reproche qui nous est fait, c'est d'être uniquement des ouvreurs de porte. Et or, finalement, la satisfaction client passe aussi par le fait de rendre facile tout ce qui est compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, ce que tu dois créer pour que ça soit beau, c'est d'avoir l'impression que tu as tout anticipé, que tout est simple, que n'importe quelle tuile, tu vas pouvoir la résoudre. Et en même temps, finalement, c'est un peu ce qu'on te reproche le plus. Et entre le fait, tiens, il n'a rien foutu, c'était super simple, et on a eu l'impression que c'était simple, mais le gars a été super, tu vois, c'est là que vraiment, il y a tout ce que tu dis qui se passe à ce moment-là. Et c'est à toi de faire la balance, c'est à toi de réussir à faire basculer le truc vers, non,
C'était pas simple du tout, mais avec lui, franchement, c'était super fluide. Tu sais que ça me fait penser à qui c'est qui a mis en place, qui a écrit un livre sur la simplexité, c'est-à-dire rendre simple quelque chose de complexe. C'est pas Philippe Gabillet, non, je crois? Je sais plus. Mais qui a Si, écrit un livre formidable sur ça. Enfin, voilà, la simplexité. J'aimais bien ce truc-là, et effectivement, ce que tu traduis, Ori, c'est ça. C'est rentrer là-dedans. Ouais, Yann. Tiens, on parle des clients, et puis je rejoins vraiment Olivier quand il parle d'une intention, que vraiment ça part du cœur, ça passe par la tête, et puis on met en place des systèmes, et d'ailleurs bien plus des systèmes que de l'automatisation, parce que l'automatisation, c'est pour tout le monde pareil. Un système, c'est les actions qui sont pareilles, mais qui sont personnalisées et personnalisables. Mais que le point de départ, hein, et puis moi, c'est là-dessus que je me concentre, en fait, c'est que pour faire vivre une expérience à mes clients, moi, mon cœur de cible, en fait, c'est mes collaborateurs. C'est que pour qu'ils fassent vivre une expérience client exceptionnelle, je fais en sorte de leur faire vivre quelque chose de cool. J'essaie de leur transmettre la vision, l'expérience, de leur faire vivre quelque chose de chouette, et que si eux, ils sont bien dans ce qu'ils vivent, ils vont forcément être de meilleures compositions avec les clients. Et moi, je leur dis, hein, puis je leur dis dans ces termes-là, hein, vous connaissez mon franc-parler, je leur fais, toi, tu as un seul boulot, c'est faire kiffer le client comme si c'était ta mère. Hein, et puis, j'espère que tu aimes ta mère. Ça, on avait dit pas les cheveux, les mères, sans déconner. Ah ouais, bah, tu vois, maman, pardon. Ni les vêtements. Et en fait, il est en pyjama, il est 5h du matin. Mais le truc, c'est pas pyjama, ça sur mais tu vois, l'image de fais kiffer ta mère, en fait, ils arrivent à le comprendre. Je fais, et tout le système va être là pour te supporter et rendre ça simple pour toi, parce que en arrière, le système, il est là pour travailler pour l'agent, qui lui va travailler pour le client. Et en fait, tout va être facile pour tout le monde. Mais parce qu'en arrière, on a mis une infrastructure qui permet d'accompagner l'agent aussi dans cette expérience. C'est toi, agent, prends soin du client en tant qu'être humain, et le système va prendre soin de l'ensemble de la transaction. Et moi, je me concentre sur l'agent. J'ai une question là justement sur ce que tu dis par rapport à Jean-David, parce que est-ce que toi, dans l'avis client, tu es capable de dire, OK, ce mec-là, il est juste satisfait, ou ce mec-là, il a vécu une expérience? C'est-à-dire qu'au travers d'un feedback qu'on te donne et au travers de tes outils, est-ce qu'on est capable de pouvoir différencier, OK, là, on est dans la satisfaction, là, on est dans l'expérience? Tu le mesures comment ça? Je pourrais pas le mesurer, mais celui qui est pas... je parle à Jean-David. Ah, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. T'as vu, je suis l'arbitre. C'est moi qui ai le sifflet. C'est pas grave. Oui, alors je vais juste reprendre parce que c'est vrai qu'il y a plein de bonnes choses qui sont dites. Je vais reprendre un point qu'a donné tout à l'heure Stéphane Brousse. Il a, en fait, les agents immobiliers, très souvent, avec les outils, avec les nouveaux outils digitaux, ils restent dans tout ce qui est transactionnel. D'accord ? Voilà, tout ce qui est transactionnel, ça veut dire que derrière, on met en place des CRM, on automatise des choses. Et au final, le client cherche ce qu'il y a d'émotionnel. Et c'est ça qui va faire le plus. Ça veut dire qu'en fait, l'émotionnel, c'est ce qui est recherché. Dans les avis clients, quand tu poses la question, Justin, on va être bientôt capable, avec l'intelligence artificielle, de savoir une chose, savoir de la façon dont le client a tapé sur les touches pour taper son avis client. On va être capable en fait de relever une forme d'émotion, savoir s'il a tapé sur la colère, s'il a recopié un texte qui était tapé et autre. En tout cas, au travers des avis clients, te dire est-ce que lui, il a vécu une belle expérience au-delà des verbatims qui sont utilisés, qui pourraient te laisser imaginer qu'il a vécu une belle expérience. On n'a rien d'autre, on n'a rien d'autre à date. Par contre, la seule chose que nous avons, c'est sur les points d'insatisfaction. La plupart du temps, sur les points d'insatisfaction, parce qu'en fait, c'est là qu'on mesure à quel point l'émotionnel est important pour eux. L'insatisfaction, dans 90% des cas, c'est microscopique. Je vais te donner un exemple d'insatisfaction là que j'ai sous les yeux. On nous explique qu'on a un témoignage client qui est arrivé, client très insatisfait. En fait, il est rentré dans l'agence après avoir signé le compromis de vente. Et le collaborateur qui lui a fait signer son compromis de vente était discuté avec d'autres clients, ne l'a pas vu, ne lui a pas dit bonjour. Et ça a généré chez lui une insatisfaction en disant on ne me reconnaît plus parce que ça y est, j'ai acheté, je suis délaissé. Et c'est ça en fait. Ça veut dire que dedans, si vous pensez qu'envoyer un SMS à un gars ou un email, c'est le suivre, oubliez ça. En fait, ils ont besoin de contact, c'est ça qu'on appelle l'émotionnel. Ils ont besoin de contact, pas forcément physique, au moins téléphonique, ou des mémos vocaux, des choses qui font qu'en fait, vous montrez que c'est vous qui avez fait une démarche et non pas quelque chose d'automatique. Voilà, c'est ça en fait la véritable perception qu'il peut y avoir aujourd'hui. Ça revient à l'intention dont Olivier parlait, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans du système, on est vraiment, et d'ailleurs Yann l'a justement souligné en disant, oui, effectivement, on est dans l'intentionnel, voilà, on est plus dans le système. Yes, c'est là.
Juste pour rebondir justement sur ce que disait Jean-David et ce que je voulais aborder, enfin, deux choses. La première sur, et c'est les deux autres sujets que je crois que tu voulais aborder là pendant ce live. Le premier, c'est sur la communication donc post-transaction. Parce que c'est de ça, à mon avis, quand on va aller vers l'enchantement client, a priori, de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est tout ce qui se passe une fois que le client, entre guillemets, a été satisfait dans le besoin pour lequel il nous a sollicité. Et déjà, là, de ce point de vue-là, là où je rejoins Jean-David, c'est l'émotionnel, c'est le relationnel. Donc, c'est sortir de toutes ces actions transactionnelles pour aller vers une dimension beaucoup plus émotionnelle. Et quelle meilleure émotion que de recevoir un coup de téléphone de son agent immobilier qui te dit ah ben, je pensais justement à vous aujourd'hui, ça fait 2 ans jour pour jour que vous avez acheté la maison et du coup, ça me rappelle plein de super souvenirs. Vous en êtes où aujourd'hui du coup? Est-ce que, voilà, comment ça va? Comment vont les enfants, etc. Et là, pour rebondir sur ce que disait Yann, tu as un système qui te rappelle que ça fait 2 ans jour pour jour qu'il a acheté. Tu as un système dans lequel tu as l'information que ses enfants, ils s'appelaient Kylian et Jean-Baptiste, etc. etc. Et après, toi, agent immobilier, tu vas faire vivre l'expérience, mais tu as un système qui te soutient. Et là-dessus, il y a quand même, il faut forcer de constater qu'il y a un gros manque dans notre profession. Et je sens que la colère gronde parmi les dirigeants d'agences ou de réseaux sur le CRM, parce que il suffisait d'aller au Rent la semaine dernière pour savoir que tu as des éditeurs de logiciels qui t'expliquent « Ah ben oui, on a une brique CRM dans notre logiciel métier, bien sûr qu'on a une brique CRM », et des agents immobiliers qui arpentent les allées en disant « Je cherche une solution CRM ». Donc, force est de constater qu'on n'est pas satisfait de la solution. Et quand on parle de CRM, pour beaucoup, l'image que les agents immobiliers en ont, c'est « J'ai besoin d'un système justement qui m'aide sur ce relationnel-là, et notamment sur la post-transaction ». Et là où je suis d'accord, c'est quand tu discutes avec des conseillers immobiliers, ils te disent « Ah oui, mais nous, notre réseau, il envoie automatiquement un courrier ou un email au bout d'un an, au bout de la transaction. » Je leur dis « Mais enfin, vous oubliez ce truc-là, parce que ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a de pire. Alors, je crois que c'est pire que de rien faire, que d'avoir un truc automatisé, basique, standardisé, etc. etc. » Donc, l'enchantement, pour moi, c'est ça, mais on n'a pas l'outil. Enfin, il y a assez peu d'outils aujourd'hui qui permettent à la profession de bien le faire, et beaucoup sont en train d'essayer de créer leurs propres outils. Et après, je dirais un dernier truc, comme ça, j'aurais dit les 3 trucs que je voulais dire, et après, je vous laisse pour le live. C'est le aux avis clients. Après, derrière, la partie émotionnelle, elle va aussi être dans la manière dont les conseillers immobiliers racontent l'histoire de la transaction. Et là, on va rentrer dans une logique plus de storytelling, parce que l'émotion, elle passe notamment par le fait de savoir raconter des histoires. Et on est très doué pour donner une information brute qu'on a vendu une maison ou un appartement, mais on ne sait pas expliquer l'histoire qui se cache derrière, qui est tout à fois l'histoire de cette famille, mais aussi l'histoire de comment est-ce que ça s'est passé, les écueils qu'on a pu avoir sur le chemin, etc. Et là, il y a un chemin à faire aussi sur comment est-ce qu'on communique sur le digital, mais pas que, sur l'histoire et comment est-ce qu'on donne aussi la parole à nos clients pour qu'ils racontent l'histoire, plus que simplement donner un avis client qui est une information brute, mais comme le disait Jean-David, ça reste des verbatim et des mots. Ça n'exprime pas toujours toute l'émotion qui a pu être vécue dans le parcours derrière. Moi, je rajoute juste une chose, peut-être que Jean-David va pouvoir nous le confirmer, mais moi, j'ai appris que le coup de fil le plus rentable d'un agent immobilier, c'était 15 jours après acte. Et c'est là où le comment ça va, est-ce que vous êtes bien installé, tout se passe bien pour vous, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et c'est une notion de courage aussi. Je rejoins sur ce que disait Tatevic, parce qu'il y a beaucoup d'agents qui ont peur de ce coup de téléphone en se disant, mon Dieu, putain, s'il est mal installé, s'il a le lave-vaisselle en panne, s'il y a eu un truc, je vais me faire défoncer. Ils ont même peur d'y aller en porte-à-porte quand ils sont dans le secteur, juste en faisant un petit toc-toc et en disant, est-ce que vous êtes bien installé, est-ce que je peux vous aider, je me soucie de vous, je peux vous aider, etc. Et il vaut mieux lever les lièvres tout de suite que de les découvrir un an plus tard ou d'apprendre que le mec a remis sa maison en vente et qu'il ne t'a pas rappelé parce qu'en fait, il y avait un truc qui n'allait pas et tu ne l'as pas découvert alors que tu aurais pu le découvrir. On est d'accord, hein. C'est même une question de correction en vrai, cet appel. J'ai une question, Jean-David, est-ce que tu as des demandes, tu sais, quand l'avis client est fait, est-ce que tu as des demandes des fois de gens qui ont vécu une bonne expérience, mais qui reviennent après en disant en fait, je veux corriger mon avis, ça ne s'est pas si bien passé que ça après, tu vois? Oui, alors on a ça. Alors on a 2 choses sur ce que tu as dit, puis je vais pas parler longtemps parce qu'après il y a plein d'autres interlocuteurs. Je vais prendre 1 minute dessus. La première chose, c'est qu'en fait, quand tu regardes, on a fait une enquête avec Romain Cartier sur les commerciaux d'élite. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu la suivre. En tout cas, cette enquête sur les commerciaux d'élite, quand on a reçu quelque chose, c'est que sur le suivi client, quand Tatevic parle de courage, j'ai envie de dire que même en fait les mémoires s'effacent et plus le temps passe. Voilà, plus le temps va passer et plus je vais avoir peur et plus je vais abandonner. Ça veut dire que si je coupe le lien avec un client immédiatement et que je dois reprendre contact avec lui, le problème que nous avons en fait très souvent, ce que l'on voit chez les commerciaux, ce qu'on leur apprend, c'est qu'ils font un commercial qui est très lourd, un commercial lourd qui est pénible. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas le centre d'intérêt
d'avoir une relation. On dit toujours que les petites attentions font les grandes relations, mais eux, ils n'ont qu'une petite attention. C'est-à-dire que s'ils appellent un client, ça va être pour avoir une information et un intérêt. Et l'intérêt est rejeté par le client. D'accord? Donc ça veut dire que quand on dit qu'il est rejeté, c'est qu'on ne garde pas cette attention. On parle, on l'appelle une première fois, tu l'appelles éventuellement, ça peut être au bout de 15 jours, je n'ai pas de statistiques là-dessus, donc je ne pourrais pas te répondre. Mais en tout cas, si tu l'appelles au bout de 15 jours et que tu gardes ce lien, ou si tu ne l'appelles jamais, et qu'un jour tu l'appelles pour dire je cherche quelque chose qui est à vendre dans votre secteur, comme vous avez, ça c'est de la très mauvaise relation. C'est de la relation par intérêt. Et comme les collaborateurs ne savent pas quoi dire aux clients, à part comment vont les enfants, tout se passe bien, ils ne savent pas quoi leur dire, plutôt que de ne pas savoir quoi leur dire, ils ne les appellent pas, puis ils les abandonnent et ne leur parlent pas du tout. D'accord? Donc ça c'est un des premiers points. Sur les avis négatifs, en tout cas quand on a le changement, le changement d'avis, oui, on en a qui arrivent, c'est très faible. D'accord? C'est très très faible, mais on a des demandes de modification d'avis après parce qu'on s'aperçoit que la personne ne nous a pas tout dit. Si je te dirais que ça doit être 0,5% de notre base. Donc, je ne peux pas te dire que c'est une statistique qui est importante. Et c'est là où les agents immobiliers ont parfois un peu peur, c'est ça qui est dingue, mais l'image n'est vraiment pas mauvaise. Quand on accepte d'interroger des clients, l'image n'est vraiment pas mauvaise du tout, sauf qu'en fait, cette relation est coupée après, c'est tout. Voilà, elle est coupée parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on n'a pas envie d'entamer une relation, ou on s'en fout, je ne sais pas, mais en tout cas, on la coupe, et puis c'est ce qui permet de... Voilà, c'est ce qui fait qu'en fait, après, ça dérive, et qu'on n'ose plus, et qu'on n'a pas le courage dont Atevic parle. Il nous reste un quart d'heure. Ce que je vous propose, c'est de passer sur le niveau... le Graal, l'enchantement client. Donc, j'ai vu des posts LinkedIn passer avec des clients pour la vie. La question, c'est est-ce qu'un client qui vit une fois une bonne expérience est un client à vie? Moi, j'ai une stat qui m'a étonné, en tout cas, qu'on a pu avoir chez Keller Williams aux États-Unis. C'est qu'il y avait 86% des clients qui vivent une bonne expérience de transaction dit oui, je vous recommanderais parce que franchement, c'est super. Et que dans les faits, il n'y en avait que 12% qui le faisaient. Donc, du coup, il y a un vrai décalage. Donc, ça veut dire que là, on a peut-être fait une super step, c'est-à-dire qu'on a fait vivre une bonne expérience, sauf qu'on n'était pas dans l'enchantement client pour le garder à vie. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment je peux avoir des clés ou des choses comme ça pour avoir justement des ambassadeurs. Je sais qu'il y en a qui utilisent ce terme-là dans leur programme, ou en tout cas fidéliser à fond, être recommandé, le fameux ami dans l'immobilier, ou en tout cas, ça y est, on pense, je suis connu et reconnu, on pense à moi automatiquement dès qu'il s'agit d'immobilier, quoi. Voilà, je pense que l'enchantement, ça traduit ça. Century 21, monsieur Froli. Ouais, monsieur, enchanté. TPI Century 21. J'ai la veste à la machine qui a... Non. Mais ouais, Yann. Comme ça l'est dit, le problème c'est loin des yeux, loin du cœur. Même si tu fais kiffer un client pendant une transaction, si tu donnes jamais de nouvelles, pourquoi il te rappellerait? C'est l'élément, il est là, et puis ça part de ce que disait tout à l'heure Olivier, ça part d'une intention. C'est est-ce que tu as envie de tenir les choses dans la durée ou est-ce que tu n'en as pas envie? Et puis c'est comme avec la famille, si tu donnes jamais de nouvelles pendant 10 ans, au bout d'un moment, tu sais même plus que tu as des cousins, quoi, tu vois, c'est pareil. Non, et puis en fait, finalement, tu es rentré dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as eu l'acte authentique qui est passé et où tu as été payé, la personne est devenue ton client. Et donc, comme elle est devenue ton client, tu t'y intéresses plus. Toi, tu es reparti déjà sur tes mandats et tu oublies. Comme si c'était acquis. Voilà, tu oublies de comprendre que cette personne-là, en fait, et c'est pour ça que je disais, bon, une fois, je vais être pas en accord avec toi, et j'ai vu que Jean-David, il n'était pas spécialement. Tu peux même faire vivre un truc, mais génial à la personne. Si derrière, pendant 5 ans, elle n'entend plus parler de toi, comment tu veux qu'elle se rappelle quand il y a un nouveau projet qu'il faut t'appeler à toi ou que c'était génial? Ah, mais tu as raison, Olivier. Moi, on est d'accord. Avec ça, on est complètement. Je disais que j'avais vu que toi aussi, tu lui avais dit de suite non. Non. Et là, c'est vraiment indépendant. C'est-à-dire que, bon, attention, si tu lui fais vivre une expérience horrible, on est d'accord que. Et encore, par contre, je pense. Il va se souvenir de toi. Ouais. Mais je pense que tu peux quand même modifier des choses. Même si tu lui as fait vivre une expérience qui est moyenne, je pense que tu peux rattraper par l'après en étant présent et en ayant montré que finalement tu étais là et que tu avais été là pour lui avant et après. Si tu remets de l'intention, comme disait Olivier tout à l'heure, moi je suis convaincu de ce que tu dis, Olivier. C'est pas parce qu'il y a une expérience qui finalement s'est avérée négative en perception client que la relation est coupée à vie. Il y a plein de façons de recoller les morceaux. Par contre, il va peut-être falloir lever le niveau d'intention et faire preuve de beaucoup plus d'intensité dans l'intention. Voilà. Une de nos grosses erreurs aussi,
Et comme ça, au moins, tu vois, je parle avant que Yann parle, sinon c'est trop long. Non, mais c'est que finalement, nous, on a aussi un gros problème. Et ça, c'est notre faute à nous, c'est pas la faute des autres. Putain, je fais que charger les agents, mais j'en fais partie, donc on s'en fout. C'est que on ne comprend pas la différence entre le succès de la mission et le succès de ton image. Aller à l'acte authentique, Stéphanie le disait, c'est juste normal, hein, c'est ton métier. C'est-à-dire, mener la vente à bien, c'est c'est comme quand tout le monde dit ouais, allez voir la satisfaction de nos clients, elle est de 92%. Mais encore heureux, on t'a sollicité pour un travail, tu l'as fait. Donc, quelque part, que c'est juste normal. C'est le plus qui va être. Et c'est pas parce que tu as mené quelqu'un à l'acte authentique, finalement, que tu as bien fait ton boulot. Et il faut pas confondre les deux. Et je pense qu'elle est là aussi, l'expérience client, dans le plus que tu mènes. Moi, je vais juste vous partager un truc, hein, après on va passer la parole, hein, il reste encore 10 minutes. Moi, l'enchantement client, je le traduis par une chose, c'est ça se lit dans la durée, à mon sens. Après, ça, c'est ma perception, mais je te donne un exemple. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés il y a plus de 10 ans en porte-à-porte qui aujourd'hui sont actionnaires du Market Center, tu vois. Et au final, c'est des gens avec qui je n'ai cessé d'être en relation, mais pas juste de la relation pour faire des touchs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on conversait ensemble, cette relation se renforçait encore plus. Et elle n'a eu de cesse que de se renforcer jusqu'à qu'on puisse se dire, écoute, j'ai un nouveau projet, est-ce que tu viens bien t'associer? Donc, tu vois, moi, c'est pas juste de dire, ok, je suis dans l'entretien, je suis dans le renforcement de la relation, quoi. Et ça, il faut arriver à le percevoir parce qu'on s'imagine que ça demande un boulot énorme, alors qu'en fait, ça peut être un kiff énorme. Et il faut que ce soit fait avec justement cette bonne intention, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui veulent. Je rebondis par rapport à ce que. Ah, vas-y, Yann. Non, vas-y, je t'en prie. Attends, c'est notre personnel féminin du groupe, tu as la parole. Tu passes devant tout le monde. T'as un coupe-fil, Je rebondis par rapport à ce que tu dis, parce qu'il y a une chose dont on n'a potentiellement pas parlé, ou peut-être je suis passée à côté, mais c'est de réellement... en anglais, il y a un bon mot qui est le care, en fait. Je ne sais pas comment tu traduis bien réellement. C'est vraiment s'intéresser, prendre soin, mais vraiment être concerné, en fait, par les gens. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce qu'on peut passer 3000 coups de fil et faire des personnalisations et des tâches, etc., etc. La chose qui fait vraiment la différence, c'est quand on sent, enfin, quand on s'intéresse vraiment au client, au prospect ou à la personne, en fait, hein, tout simplement. Et c'est là où on arrive justement à apporter ce plus que les autres n'arrivent pas à apporter. Et c'est là où on va faire cette connexion émotionnelle, affective, qui fera toute la différence. Évidemment, on ne peut pas faire peut-être ça avec une volumétrie de personnes, mais c'est au travers de ces petits moments-là qu'on crée, qu'on s'intéresse vraiment, qu'on apporte une valeur. C'est là où tout se joue. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un métier de service et l'empreinte émotionnelle dans un métier de service, elle est primordiale. Mais dans les services, il y a une pyramide des services. Alors, ce qu'on attend d'un agent immobilier, c'est-à-dire son service de base, puis ensuite son service facilitant, et puis son service différenciant, et après son service épatant, qui lui doit amener de l'enchantement. Si on ne va pas jusqu'au service épatant, on n'aura pas d'enchantement, on fait juste son job. Donc le service épatant, c'est au-delà de la transaction immobilière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après la transaction immobilière. Donc si on a des services qui viennent s'ajouter postérieurement à l'acte authentique, d'accord, pas uniquement entre la prise de mandat, voire l'estimation et l'acte authentique, mais qui viennent après et qui viennent ponctuer dans le temps une relation avec le client, là où on crée de l'enchantement. Après, la recommandation, c'est encore un autre sujet parce qu'effectivement, c'est de la communication. La recommandation, c'est toujours garder à l'esprit que votre client, il vous garde à l'esprit constamment. Donc, c'est de la pub, quoi. C'est de la com. C'est comment on fait pour l'inviter à des soirées, quand on fait une soirée sur de la défise, comment on fait pour l'inviter à je ne sais quoi. Bref, en tout cas, garder le contact avec lui, lui envoyer un courrier d'anniversaire, pour l'appeler pour son anniversaire, dès 1 an de son achat, de son anniversaire tout court. Bon, après, c'est garder le lien. C'est comme Coca. Coca continue à dépenser des centaines de millions d'euros. Pourtant, c'est le taux de notoriété le plus élevé du monde. Donc, il continue à communiquer. On a besoin de se faire connaître. Donc, l'agent immobilier, le conseiller immobilier, a le même devoir. C'est-à-dire continuer à se faire entretenir et à son client pour qu'il pense à lui le jour où il a un projet immobilier, où il a besoin de le recommander parce qu'il a trouvé qu'on l'a en tête. Il nous a en tête.
fait partie du paysage. Enfin, il s'inscrit dans le paysage. Il y a peut-être Olivier et Georges, non, qui voulaient rajouter quelque chose. Oui, Georges, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Pardon, non, mais je pense que alors je rejoins ça a été juste un petit peu dit. En fait, le mot qui me vient à l'esprit, moi, effectivement, c'est la sincérité. Et effectivement, à un moment donné, il y a des personnalités avec qui ça va le faire, d'autres avec qui vous n'avez pas forcément vous-même, par karma, vous n'allez pas forcément vouloir aller vers toutes les personnes. C'est normal. Quand je travaillais, pour rebondir avec les anglo-saxons, nous, on avait un concept où ils venaient pour 48-72 heures en France pour acheter une propriété. Et si vous voulez, sur 48-72 heures, on faisait un safari immobilier. Ce que je dis, un safari immobilier, c'est qu'on avait un tour plan, on allait faire visiter plusieurs biens. On faisait 4 ou 5 visites peut-être sur 2 à 3 jours. Mais techniquement parlant, quand vous enlevez la partie visite immobilière et la partie purement technique, pendant les 48 à 72 heures, en fait, on les emmenait au resto, on visitait des caves à vin, on leur montait la route des plages, on leur expliquait un petit peu quels étaient les différents clubs de golf où ils pouvaient et quand on s'y rendait, forcément, on était à domicile. Et c'est ça qui... Comme tu ferais avec un pote, quoi. Exactement. Avec un ami. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, les anglo-saxons ont très bien compris que, à la limite, je ne sais plus qui a dit ça très bien, c'est que tu es payé pour faire ton job. Donc, en fait, finalement, tu n'as pas vraiment de mérite, mais de faire ton job. Par contre, ce que tu as comme mérite, c'est ce que tu fais en plus. Et c'est vrai qu'ils ont pris le truc totalement à l'envers, et c'est un concept qui marchait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, ce safari immobilier crée une expérience tellement puissante que je le dis souvent en formation, c'est qu'à mon mariage, j'avais des clients à moi qui sont venus, alors qu'ils ont perdu de l'argent avec moi. Pourquoi? Parce que quand ils ont acheté, c'était 2007, ils ont vendu en 2012 ou 2013, forcément, ils ont perdu de l'argent. Mais ce n'était pas ça qui était grave, parce qu'ils avaient gardé un très bon souvenir et on était restés en contact et on était devenus un petit peu, entre guillemets, des amis, donc des clients amis, si vous voulez. Et donc, c'est ça que les anglo-saxons, je pense, ont très bien compris. Et à mon avis, chez Keller Williams, vous avez certainement une culture assez proche de ça, donc je ne m'en fais pas pour vous. Et tu fais attention, tu as une très très grosse touche dans le chat. Hein. À mon avis, tu vas dormir au Canada, toi, bientôt. Non, Olivier, tu voulais... Je vis en France. Moi, je veux faire le tour des caves avant. Olivier, tu voulais dire quelque chose? Oui, je vais déjà rebondir sur ce que disait Tatevic, puisqu'elle parlait en fait de s'intéresser vraiment aux clients, et c'est le point de départ en fait, et c'est ce qui va permettre en fait de personnaliser l'expérience client. C'est pour ça que, comme disait Yann, l'automatisation, elle est bien. Ce que tu fais, Ori, c'est génial parce que ça permet vraiment de faire le job à la place du conseiller. Et je pense que demain, le conseiller, en fait, il doit automatiser un maximum de tâches qu'il fait aujourd'hui et qui sont automatisables dans le sens où ça apporte pas une valeur wow, mais qui est génial dans le sens où ça enrichit la satisfaction du client. Et par contre, pour tout ce qui est expérience client, là, il va devoir travailler et se mettre un petit peu, se mettre une habitude de justement réfléchir à comment il peut faire plaisir à son client. Et je vais reprendre un petit peu ce que tu disais, Justin, quand effectivement, et je le constate beaucoup, j'ai constaté en tant que manager, mais je constate aussi dans les formations, la peur du client de rappeler effectivement ce fameux appel qui est primordial 15 jours après la transaction. C'est justement une opportunité de créer une expérience client. Pourquoi? Parce que évidemment qu'il va forcément y avoir une prix qui ne marche pas, un truc qui ne va pas, machin, etc. Et ce que je dis au conseiller, c'est d'une part, vous n'êtes pas responsable du dysfonctionnement parce que vous n'êtes pas à l'intérieur des murs d'une maison ou d'un appartement. Donc, à un moment donné, il faut se détendre aussi par rapport à ça. Mais si vous avez un panel d'artisans qui peuvent dépanner pour pas très cher, s'il y a le moins de petits trucs et vous donnez le numéro en disant voilà, appelle ce monsieur-là, tu vas voir, il est génial, il prend pas très cher, c'est une petite main et il va te réparer ta prix qui va pas, ton truc, machin, truc. Et là, c'est bon, c'est reparti. On est là pour leur rendre service, on n'est pas là pour effectivement rester sur un mirage de bonnes relations. Il faut à un moment donné affronter. Donc, la notion de courage, comme disait Tatevic, est hyper importante. Et pour rebondir à ce que disait aussi Sébastien, ce qui est génial effectivement, et ça fait partie de l'expérience client, c'est de rappeler effectivement le client à la date d'anniversaire d'acquisition du bien, parce que le conseil immobilier est hyper légitime pour le faire. Personne d'autre peut le faire pourquoi. Donc c'est génial. C'est pas intrusif parce que alors, certains disent ouais, l'anniversaire c'est intrusif, ça dépend de la relation qu'on a avec le client, mais ça c'est pas du tout intrusif.
Et c'est l'occasion d'aller plus loin dans la relation client et dans l'expérience client. Et ça, c'est déjà très bien de le faire, mais on peut aussi, en rajoutant de l'expérience client et un effet wow, dire, ben voilà, j'appelle mon client, je dis voilà, je vous appelle aujourd'hui pour vous souhaiter un bon anniversaire. C'est une mise en scène, hein, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. L'expérience client, c'est de la mise en scène aussi. Je vous appelle pour vous souhaiter un bon anniversaire. Donc, le client va répondre, non, ce n'est pas mon anniversaire, mais en fait, c'est l'anniversaire, ça fait de l'acquisition de votre bien. Ça fait 1 an que vous êtes dans votre maison. Et pour l'occasion, j'ai un cadeau pour vous pour fêter ça. Et là, on peut aller même jusqu'à lui avoir glissé au préalable dans la boîte aux lettres un petit dîner pour 2 personnes pour fêter ça dans un super resto gastro et lui dire, ben, je vous propose d'aller voir dans votre boîte aux lettres et vous verrez, il y a un petit cadeau pour vous. Et là, le client, il est complètement surpris. Il dit, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce traquenard? Et il va aller dans sa boîte aux lettres et là, il va trouver effectivement l'invitation pour 2 personnes. Il dit, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et en tout cas, voilà, je voulais marquer le coup pour que vous gardiez un très bon souvenir de ça. Les avantages d'une expérience client, c'est quoi? C'est juste magique. Pourquoi? Parce que, en fait, si ces clients-là sont invités dans le mois chez des amis, vous pouvez être sûr qu'ils vont parler de vous, mais vous incenser et tout ça. Et ça, la façon dont ils vont parler de vous, ça fait forcément écho sur votre business, puisque naturellement, ça va se répondre comme il se doit. Mais ça, c'est quand on a compris que chaque expérience, est aussi forte soit celle qu'on fait vivre, va avoir va pouvoir irradier en fait sur tout son business, ben, on a compris qu'on a intérêt à justement, comme disait Tatéric, de personnaliser un maximum et de réfléchir à comment je peux faire vivre cette expérience. Wow. Là où je te rejoins, d'où la pertinence de l'outil de Jean-David avec Opinion System, sur le fait de pouvoir mesurer en permanence justement où est-ce que j'en suis dans la force de mon expérience client. On arrive à 1 heure, les amis, je vais me permettre, je conclue, si ça vous va, on est bon. Bien, on a vu satisfaire le client finalement. J'amène mon client d'un point A à un point B, je fais le job sans faute. Hein. Si je résume, c'est à peu près ça la satisfaction client. Hein. L'expérience client, là, il y a tout ça, mais en plus, il y a de l'émotion, c'est-à-dire qu'on a réussi à surprendre de façon ludique avec du jeu et créer de l'effet waouh. Et puis après, l'enchantement, je reviens sur ce côté où finalement, chaque discussion, même après transaction, sert à renforcer la relation jusqu'à que ce soit une corde super solide et qu'on ne puisse pas couper. On garde le lien en fait avec la personne. J'ai noté aussi, moi, l'humain et la tech. C'est revenu plein de fois. Que l'humain et la techno en fait s'entremêlent pour finalement ne faire que renforcer la relation et il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre et il ne faut pas faire plus un que l'autre. Les 2 systèmes en fait sont complémentaires et j'ai bien aimé là, si vous étiez patron, qu'est-ce que vous changeriez cette notion de feedback direct comme ça, très humain de la part de Yann. Donc ça c'était une super astuce. Et moi je voulais conclure sur, j'aime beaucoup Maxwell, leadership et il y a 3 questions qui permettent de prendre la température en permanence et c'est est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce que mon agent se soucie de moi? Ça, c'est une question que le client va se poser. Est-ce qu'il peut m'aider et est-ce que je peux lui faire confiance? Et en fait, c'est des espèces de baromètres que je vais devoir en permanence faire monter. Et c'est ça qui va me permettre de créer de l'enchantement parce que je vais pouvoir répondre oui avec une force plus ou moins importante sur ces 3 items. Est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il peut m'aider? Et si je suis oui à fond sur ces 3 items, à mon sens, là, on est en train de créer de l'enchantement parce qu'on est hyper rassurant et puis on apporte tout ce qu'il faut. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé. Ça va? On est bon? Ah ouais, parfait. Je vous kiffe, moi. Franchement, et je pourrais rester des journées entières à discuter avec vous comme ça. Bien, j'espère que vous avez kiffé. Et moi les nuits. Il va repartir se coucher. Il va repartir se coucher. Ah donc, oui. Bien. Bien. Bon, bah écoutez, je vous fais un bisou, un coucou, tout ce que Merci vous voulez. à vous. Merci Bon pour votre appétit. présence, merci pour votre temps. Et bientôt. puis, ouais, on se revoit très très vite. Hein. Merci. Ciao, kiffez bien, bon Ciao. business à tous. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.